C'est l'heure de la carte blanche à Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Aujourd'hui, vous voulez revenir, Mathieu, sur la question de plus en plus souvent posée, particulièrement ces derniers jours, de la place des débats dans cette élection présidentielle. Oui, en effet, c'est l'étrange querelle du jour. Nous débattons de la nécessité de débattre ou non. Plus concrètement, y aura-t-il des débats entre les candidats avant le premier tour de la présidentielle? Il y a deux manières d'y répondre, sur le plan moral et sur le plan stratégique. Sur le plan moral, la question se formule ainsi: devrait-il y avoir des débats? Et la réponse est toute simple: cela va de soi. Je dirais même que ce n'est pas une question. En démocratie, il est normal que les visions s'affrontent, et je dirais même que ces débats devraient être minimalement ritualisés, qu'ils s'inscrivent dans la nature de l'exercice électoral. Il ne s'agit pas de pousser les uns et les autres à étaler leur catalogue de mesures avec d'ennuyeux fact-checkers, sermonneurs et approximatifs à leur côté, mais de comprendre de quelle manière se confrontent leurs visions du pays. Sur le plan stratégique, c'est tout autre chose. On l'aura compris, ils sont nombreux à fuir les débats autant qu'ils le peuvent. Soit parce qu'ils n'estiment pas certains de leurs adversaires. Pourquoi un candidat majeur irait-il servir la soupe à un candidat qu'il juge marginal et qui tirerait seul avantage de cette confrontation? Pourquoi, par exemple, Marine Le Pen irait-elle perdre son temps avec Nicolas Dupont-Aignan? Soit parce qu'ils en ont peur. On comprend qu'Éric Zemmour en inquiète plusieurs et qu'il redoute ses talents de débatteur. On devine que Jean-Luc Mélenchon inspire aussi la peur à gauche. Mais depuis ses frasques à Face à Baba, où il s'est déshonoré en insultant de la plus violente manière son contradicteur et un policier, qui veut vraiment le croiser? Il y a des limites à se faire croire qu'un aboyeur haineux est un contradicteur fécond. Alors venons-en au cas d'Emmanuel Macron, le président de la République. Donc, est-ce qu'il a raison, lui, de ne pas vouloir débattre avant le premier tour? Alors tout dépend de la manière dont vous posez la question. Encore une fois, il se situe à deux niveaux. Sur le plan moral, dès lors qu'il se déclarera, il devrait accepter les règles du jeu démocratique. Je ne reprends pas l'argument que je viens de développer car il s'applique rigoureusement ici aussi. Du point de vue de son intérêt politique personnel, il fait bien de s'en tenir loin. Sa stratégie est simple, il prétend survoler la campagne à la manière d'un président souverain, presque d'un roi, n'ayant aucun intérêt à s'abaisser devant les manants qui osent sans gêne convoiter son trône. Ses conseillers ont d'ailleurs théorisé de cette manière sa prochaine entrée en campagne. C'est la stratégie de l'évidence. Sa candidature doit être un non-événement, ne suscitant aucune passion, aucune ardeur, même tellement il va de soi qu'il demeurera président, les 2 tours d'avril n'étant qu'une désagréable formalité à laquelle il se soumettra toutefois de bonne foi. Je suis pourtant convaincu d'une chose, Emmanuel Macron rêve d'être défié intellectuellement et se cherche probablement un adversaire à sa mesure. Rares sont ceux, même parmi ceux qui l'interviewent, qui savent le provoquer au sens noble du terme. Alors, jouons un peu d'imagination, Mathieu. Quel débat souhaitez-vous voir? Alors, certains me semblent nécessaires. À l'intérieur de chaque camp d'abord. D'abord à droite, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Ces trois-là auraient vocation à confronter leurs visions. Est-ce imaginable? Non. Alors ne nous attardons pas. À tout le moins, Éric Zemmour et Marine Le Pen devraient s'affronter dans une forme ou une autre, puisque les deux prétendent prendre la tête du camp national ou de ce qu'on nomme autrement la droite nationale. Ensuite, à gauche, entre Christiane Taubira, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Je sais, j'oublie des candidats au score lilliputien, mais c'est ainsi dans la vie, il faut trancher. Ajoutons quand même Fabien Roussel à la bande, il n'a pas démérité. Mais finalement, on en arrive au débat de deuxième tour. Et là, les choses deviennent très intéressantes. Les Français devront se demander quel débat ils souhaitent avoir devant eux. Tenons pour acquis qu'Emmanuel Macron y sera. S'il affronte Valérie Pécresse, nous assisterons à un débat éclairé et raisonnable dans le cercle de la raison au sein d'une commune vision de la France. S'il affronte Éric Zemmour, nous assisterons plutôt à un choc entre deux conceptions fondamentalement différentes de l'identité de la France. S'il affronte Marine Le Pen, la question sociale sera au cœur de l'échange. Entre d'un côté le candidat du progressisme urbain et de l'autre la représentante de la France périphérique qui mène presque sa campagne sous le signe de la lutte des classes. S'il affronte, bien que cela soit improbable, Jean-Luc Mélenchon, le débat prendra une dimension révolutionnaire, version 1793. Comme quoi, selon le deuxième tour qu'ils s'offriront, plusieurs avenirs peuvent s'offrir aux Français. Mais comment pourront-ils faire un choix éclairé vers ce deuxième tour si les candidats se fuient au premier? Et nous revenons à la case départ. Il y a une hypothèse que vous n'avez pas envisagée, celle d'un grand débat où ils seraient tous rassemblés dans une même pièce, mais là... Ah oui, ça me semblait assez improbable dans les circonstances. Un peu cacophoniesque, ce genre de... Oui, un débat Macron-Asselineau. Je ne l'imagine pas. Voilà. Bah, rappelez-vous, on l'a eu en 2017. On va prolonger la conversation de l'utilité des débats. Merci Mathieu Bocoté. À demain avec nos débatteurs.